Des Russes qui n'avancent pas de manière significative, pas pour le moment du moins, mais qui grignotent du terrain. On vous parlait mardi d'une avancée de 5 km en 10 jours. Ils peuvent à certains endroits tenter d'ouvrir une brèche. On y reviendra dans un instant. Mais avant cela, Laura Pouget, on voulait voir avec vous qu'il y avait de plus en plus d'observateurs qui nous alertaient sur 5 villes. 5 villes du Donbass qui sont actuellement dans le viseur des Russes. Vous nous en avez déjà parlé, mais ça revient, ces 5 villes, à tel point que leur destin pourrait décider de la suite de la guerre. 5 villes, en effet, Anne, toutes situées dans cette oblast de Donetsk. Pokrovsk, Konstantinivka, Drouzhkivka, Kramatorsk et Sloviansk. Et en effet, il ne se passe pas un jour sans que leur nom ne soit égrené par les observateurs du conflit, interrogés dans la presse internationale. Dernier en date, le site d'information belge qui va arriver, le site d'information belge 7 sur 7, qui donne la parole à l'ancien colonel et expert militaire Roger Houssen. Permettez-moi, dit-il, de faire une prédiction audacieuse. Supposons que les Russes s'emparent de ces 5 villes. Je ne serais pas surpris que Poutine dise à ce moment-là « Asseyons-nous maintenant autour de la table des négociations, à condition que l'Ukraine reconnaisse que le Donbass est un territoire russe ». Alors pourquoi sont-elles si importantes ? D'abord, parce que ce sont 5 grandes villes du Donbass qui comptaient chacune avant la guerre, regardez, entre 60 000 et 150 000 habitants. Ensuite, parce qu'au moins 2 d'entre elles, les 2 plus grandes, Kramatorsk et Sloviansk, ont un rôle majeur dans le dispositif ukrainien, ainsi expliqué par le colonel Houssen. Ces villes sont d'une importance stratégique parce qu'elles sont des nœuds routiers et ferroviaires. Le ravitaillement de l'armée ukrainienne passe par elles, des unités de rechange y sont installées, des ateliers de réparation de véhicules blindés et des entrepôts de pièces détachées d'équipements militaires s'y trouvent. Comme le montrent ces photographies, l'une de Kramatorsk, l'autre de Sloviansk, elles constituent des bases arrières pour les soldats de l'oblast de Donetsk. Cette oblast que la Russie a annexée officiellement, mais dont elle n'occupe actuellement que 58% contre 98% pour son voisin de Louhansk. Or, si les Russes s'emparent de ces 5 villes, on voit qu'ils pourront revendiquer le contrôle d'une large partie de l'oblast, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est l'autre raison pour laquelle elles sont dans leur viseur. Alors stratégiquement, Laura, ça semble tout à fait logique, mais pourquoi se focaliser sur ces 5 villes en ce moment ? Parce que les Russes poussent en 2 points du front, Christophe, 2 verrous qui, s'ils s'ouvrent, ouvriront le chemin vers ces 5 villes. Ces 2 verrous, vous les connaissez, ce sont bien sûr la zone d'Avdivka qui mène à Pokrovsk et la ville de Tchassivyar qui conduit à la ligne Konstantinivka, Drouzhkivka, Kramatorsk et Sloviansk. Du côté d'Avdivka d'abord. Les forces de Moscou ont encore avancé ces derniers jours, d'après l'ISW. Elles seraient à présent dans le centre de cette localité de Solovyové, après avoir réussi à capturer le village voisin et être entrées dans Otcheretine. Autant d'avancées qui forcent les Ukrainiens à reculer et qui rapprochent les Russes de la ville de Pokrovsk, située à seulement une quarantaine de kilomètres. Depuis le 18 avril, reconnaît l'ISW, les gains russes au nord-ouest d'Avdivka ont été relativement rapides, même s'ils restent relativement marginaux. On parle de 5 km de progression en une semaine. Et à Tchassivyar aussi, ça pousse, avec une armée russe combattant désormais dans ces 2 banlieues, situées à moins de 10 km du centre. À 15 km seulement se trouve Konstantinivka, la plus proche des grandes villes à atteindre. Reste à savoir si Tchassivyar peut tomber. Pour l'ISW, pourtant peu amène, vous le savez, avec l'armée de Moscou, l'hypothèse d'une telle prise est crédible. Ajoutons que les efforts russes pourraient encore s'intensifier dans les prochains jours pour tout tenter avant l'arrivée de l'aide américaine. Merci beaucoup, Laura. Colonel, très intéressant, ces 5 villes qui reviennent depuis quelques jours maintenant, dont Laura nous parle. Colonel Père de Jong, si ces 5 villes tombent, et déjà peuvent-elles le faire, ça va obliger Poutine peut-être à lâcher un peu de bride, c'est-à-dire à peut-être penser éventuellement, pas négocier, mais penser à la suite. C'est ce que certains blogueurs militaires russes disent, c'est-à-dire si 5 villes tombent, il considérera qu'il aura l'intégralité du Donbass et il peut peut-être éventuellement s'arrêter là. Alors, je pense que quand vous êtes en offensive, comme c'est le cas aujourd'hui pour les Russes, je ne pense pas qu'ils raisonnent réellement, si vous voulez, à une négociation. Pourquoi ? Que quand vous êtes en offensive, vous gagnez du terrain et la négociation, quand elle arrivera, le jour où elle arrivera, si vous voulez, il faut que les Russes ou les Ukrainiens soient en position de force. Donc, bien évidemment, tant que vous avancez, vous n'arrêtez pas. En fait, l'objectif pour les Ukrainiens, ça va être justement que les Russes ne puissent pas prendre ces villes et les forcer à négocier. Mais on sait que les Russes ne négocient pas, puisqu'ils sont plutôt aujourd'hui sur une forme d'allant,
une forme d'offensive qui les rend extrêmement performants. Donc je suis d'accord avec vous sur le raisonnement selon lequel, si vous voulez, l'oblast du nord de Lugansk a été plus ou moins conquis. Par contre, c'est vrai que dans le sud, c'est pas la même chose. On voit que la bataille de Bakhmout dans le nord, si vous voulez, a permis la conquête du nord, et la pression qui était soi-disant exercée sur Kharkiv était peut-être à l'heure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Russes font un effort majeur, et même par 2 ou 3 directions, en direction de l'Est. Et ça, c'est assez paradoxal, c'est que comme la même erreur qu'ont fait les Ukrainiens, il est possible que les Russes le payent un peu cher. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas concentré. Alors, ils sont peut-être tellement forts qu'ils n'ont peut-être pas besoin. Mais c'est vrai que le fait d'attaquer sur 2 directions différentes leur permettrait effectivement d'avoir un gain territorial important. Mais dans une deuxième partie, seulement envisager une négociation. Point très important pour Kramatorsk. Kramatorsk est plus qu'une base logistique. C'est vraiment, c'est un nœud routier, c'est un état-major. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une partie du conflit est gérée, en tout cas le premier échelon, est géré à partir de Kramatorsk. Donc la perte de cette ville serait vraiment catastrophique pour les Ukrainiens parce qu'elle engagerait une espèce de processus de recul de plusieurs dizaines, voire de centaines de kilomètres. Restez avec nous, colonel Pierre de Jong. Olivier Sueur, tout à l'heure je vous voyais acquiescer quand Laura nous faisait sa data. Ça semble quand même inexorable. On sent que les Russes ont des objectifs et qu'ils prendront le temps pour les atteindre. Oui, tout à fait. C'est pour ça que là, cette hypothèse d'éventuelle négociation, enfin, je ne sais pas d'où ce vieux colonel belge sort ses idées, mais c'est complètement improbable. C'est une vue de l'esprit. On négocie pas quand on gagne, en fait. À vous entendre tous, c'était bien. Comprendre. Si vous voulez, c'est ce qu'on aimerait. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on aimerait que les Russes fassent, c'est-à-dire à un moment, après avoir mangé suffisamment de l'Ukraine, se mettre à la table des négociations. Mais c'est ce qu'on appelle du wishful thinking. Ou alors il reprend un peu la thèse de certains blogueurs militaires russes qui se posent la question. Certains. Soyons sérieux. Si vous voulez, la victoire, la Russie réussit à obtenir des victoires. La Russie sait parfaitement que l'Ukraine est complètement, un vrai problème en termes de ressources, d'une part de ressources humaines et d'autre part de munitions et d'équipements. Ils savent très bien que le 6 novembre, vous avez les élections américaines qui vont inévitablement mal se passer, quel qu'en soit le résultat. Donc, dès lors, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Il n'y a absolument aucune raison objective au niveau du Kremlin pour s'arrêter en si bon chemin. Et je pense que c'est bien justement ce dont les Européens ont pris conscience à travers différentes initiatives. Enfin, le président de la République avait son discours hier, mais qui s'inscrit dans la droite ligne des différentes initiatives de la Commission européenne et des différents conseils européens qui a eu lieu sur le sujet déjà début 2023. C'est à un moment, qu'est-ce qu'on est à même de donner à l'Ukraine pour, dans la durée, les fournir en munitions et en armes. Vous êtes d'accord avec ça, Magali et Aurélien ? Plus on mange, on a faim. Quand on est russe, plus Poutine gagne, plus il est tenté de pousser en avant. Mais c'est bien d'ailleurs tous les briefings de la CIA aux congressmen américains. C'est vraiment, ça va dans ce même sens. C'est-à-dire, il faut stopper maintenant, donner les moyens de tenir la ligne en fait de front avec cette aide américaine qui va arriver, parce que sinon après ça va devenir très très compliqué. Donc tenir maintenant, essayer au moins de ralentir cette progression. Donc oui, évidemment ça va dans ce sens. En fait, que Poutine ne s'empare pas de ces 5 villes. Je ne sais pas s'il va réussir ou pas, parce qu'en fait, on en parle depuis 2 ans de ces villes. Kramatorsk, on en parlait déjà en février 2022 en disant oui, c'est là où se trouve l'état-major ukrainien, c'est leur objectif de départ. Ça fait 2 ans qu'ils essayent et qu'ils n'ont pas réussi. Ce qui est sûr là, c'est qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour les Russes en ce moment, parce qu'ils voient bien que côté ukrainien, il y a une faiblesse en munitions et il y a ce problème évidemment de troupes à aligner face à la Russie. Donc ils vont essayer de pousser au maximum. Mais rappelons ce que disaient les Ukrainiens, notamment je crois que c'était le chef du renseignement ukrainien qui disait l'objectif c'est Tchassiviar pour le 9 mai. Donc c'est pas tout l'oblast. Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens aujourd'hui de continuer et d'arriver à gagner tout cet oblast ?
ça paraît pour le moment, enfin les lignes elles n'ont pas été enfoncées et les munitions elles vont arriver. Ouais, moi je voulais qu'on revienne aussi sur la situation. Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être Olivier avant qu'on passe au Chérétiné Pardon, mais oui, il faut jamais oublier quand même que du point de vue du Kremlin, compte tenu de la situation en place, la victoire totale est plausible. Et la victoire totale, c'est quoi ? C'est le renversement du gouvernement ukrainien au profit d'un régime comme en Biélorussie qui soit pro-russe. Donc n'oublions pas que c'est ça qui reste l'objectif fondamental de la Russie. Ils y avaient bien évidemment un peu renoncé au vu de nombreux échecs qu'ils avaient rencontrés. En 2022, c'est possible. Pour eux, c'est redevenu plausible. Donc c'est quelque chose qui doit être bien intégré du côté occidental. Alors c'est bien intégré par les gouvernements, il n'y a pas de souci là-dessus, mais aussi par les opinions publiques. C'est-à-dire que pour les Russes, il n'y a aucune raison objective de s'arrêter. Aurélien ? Après, il y a aussi l'objectif dans l'objectif qui reste celui de la fameuse Nouvelle-Russie, la Novorossia, c'est-à-dire qu'à défaut, par exemple, de pouvoir neutraliser l'Ukraine au sens d'empêcher son entrée dans l'Union européenne ou dans l'OTAN, ou à défaut encore de renverser le régime, comme ils disent, ukrainien, reste l'idée d'avoir un gage, un fait accompli. Certes, on pourra répondre que l'an dernier, à peu près à la même période de l'année, on disait Poutine a donné l'ordre de conquérir le Donbass, ce serait un peu l'objectif minimal pour mars ou avril. On était en 2023, là, un an plus tard, ça n'a pas tellement évolué. Cela dit, quand on regarde ce que nous, occidentaux, on dit, quand on explique par exemple qu'il faudra sans doute laisser le Donbass à la Russie, au même titre que la Crimée, on est déjà dans cette logique de fait accompli, et surtout quand on se prépare, nous, à négocier et qu'on dit que Poutine aura besoin de quelque chose à minima pour ne pas perdre la face, là encore, c'est souvent le Donbass qui revient dans les discussions. Si on se met dans la tête des Russes, politiquement, le fait de pouvoir parler de négociations en cours d'année après avoir mis un fait accompli dans le Donbass, ça permet aussi de mettre une pression supplémentaire. C'est que tous ceux qui aujourd'hui disent il faut devancer le fait accompli, il faut empêcher les Russes d'avancer, passeront d'autant plus pour des pro-guerre et l'opinion publique sera d'autant plus amenée à se dire ça y est, c'est bon, Poutine a ce qu'il veut, négocions maintenant. Et ça, c'est le gros danger, notamment dans la perspective des Européennes et des élections américaines. Colonel Père de Jong, vous êtes toujours avec nous. Je voulais vous entendre sur la situation du côté d'Ochérétiné. On est à l'ouest d'Avdivka. Voilà ce que disent les services de renseignement britanniques aujourd'hui. La progression des forces russes s'accélère. À l'ouest d'Avdivka, les forces terrestres russes ont créé un saillant étroit en territoire ukrainien pour entrer dans cette localité située donc à environ 15 km au nord du centre d'Avdivka. On va regarder sur une carte Ochérétiné. On nous dit que visiblement il y a une fragilité de la ligne de défense ukrainienne là et on parlait de cette opportunité qu'avaient les Russes. C'est-à-dire que vous voyez où est situé Ochérétiné, il y a Pokrovsk. Bon, de l'autre côté, on ne voit pas, il y a Pokrovsk et Chassivyar. Et ça, c'est les deux verrous sur Kramatorsk. Et on nous dit qu'à un moment où il n'y avait plus de munitions, donc gros manque de munitions qui a pu profiter évidemment aux Russes, il y a eu aussi une relève ukrainienne qui a été faite. Et à partir de ce moment-là, manque de munitions plus relève, là, les Russes en ont profité. C'est ça aussi. C'est ça ce qui se passe à Ochérétiné, cette capacité de jouer sur les difficultés ukrainiennes là. Oui, et c'est intéressant, c'est qu'en fait, dans votre présentation, juste avant, on était dans un cadre, je dirais, opératif ou stratégique, et là, on est au niveau tactique. Et on voit très bien, si vous voulez, que tactiquement parlant, ça bouge énormément. Et pourquoi ça bouge énormément ? Pour les raisons que vous avez évoquées, bien évidemment, les questions de relève, les questions de munitions, mais également parce que les Russes ont fait d'énormes progrès, ils ont beaucoup appris, ils sont densifiés, ils sont à la manœuvre, et en finale, si vous voulez, il y a une forme d'allant. Et on sait très bien que quand vous êtes en offensive, dès lors que vous avez l'allant, dès lors que vous avez la dynamique, comme on dit, à ce moment-là, vous pouvez percer. À ce moment-là, quand vous percez, ben, vous avez de la vitesse. Et la vitesse, vous mettez de la masse. Et tout ça, ça fait que vous avancez de plus en plus vite. Et aujourd'hui, les Russes bénéficient de ces circonstances qui sont liées, en fait, au combat, à la faiblesse des Ukrainiens, mais en même temps, leur force. Vous voyez, les deux sont indispensables. Et très concrètement, la situation aujourd'hui pour les Russes n'est pas du tout la même, au-delà de l'aspect politique et des élections potentielles aux États-Unis. Mais sur le terrain, la situation des Russes est extrêmement favorable. Encore une fois, ils ont un rapport de feu, un rap-feu, comme on dit, qui est extrêmement favorable. Ils ont une densité, si vous voulez, d'effectifs. On parle de 400 000 ou 500 000 soldats sur le front, alors que les Ukrainiens n'ont pas ça, etc., etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la possibilité pour les Russes de percer le front massivement de plus de 15 km est possible, est potentielle. Et le deuxième point, bien évidemment, ça accentue ce que disait votre intervenant précédent, bien évidemment, les Russes vont absolument pas s'arrêter. Ils n'ont aucune raison de le faire à l'heure où je vous parle. Alors, on a une petite question, je vous écoutais, et on s'interpellait avec Anne. Pourquoi les Russes ne lancent pas une offensive alors ? S'ils ont des hommes, s'ils ont du matériel, pourquoi ne pas aller
plus vite ou lancer, pour le coup, au moins sur un axe, une offensive? Alors, c'est une très bonne question parce que ils ont fait croire, ou ils laissent croire en tout cas, qu'il y a une offensive potentielle dans le nord en direction de Kharkiv. Ça, c'est un vieux, un vieux renseignement qui traîne depuis déjà plus d'1 an. Et c'est vrai que régulièrement ils poussent, et les bombardements qu'ils effectuent actuellement vers Kharkiv indiquerait potentiellement que les Russes seraient intéressés pour pouvoir contrôler cette partie-là. Mais en fait, c'est peut-être un leurre, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, c'est peut-être un leurre, et l'offensive a peut-être lieu d'ores et déjà maintenant sur la partie centre. Pourquoi la partie centre? Parce qu'on voit bien qu'il y a une espèce de creux, et cette espèce de creux, ils vont essayer de le compenser, c'est-à-dire en fait de prendre l'ensemble de l'oblast du Donetsk pour pouvoir avoir, si vous voulez, pour avoir une forme d'aspect linéaire. On voit bien qu'ils vont essayer, en tout cas dans le sud, ils vont essayer de contrôler la partie centre du Dniepr qui est extrêmement importante et qui leur permettrait de s'appuyer sur cette partie. Vous voyez, entre Robotyne et la partie, même jusqu'à Dnipro, c'est contrôlable. Et probablement que les Russes ont besoin de s'appuyer sur une coupure de terrain. Donc encore une fois, là, on est dans la tactique pure. Et c'est vrai que les Russes, aujourd'hui, profitent largement de cette espèce d'allant et en même temps de la faiblesse des troupes ukrainiennes qui, à mon avis, à l'heure où je vous parle, ils sont plutôt cul par-dessus tête et ils doivent attendre impatiemment, si vous voulez, les renforts et les munitions qui vont arriver des États-Unis.